Ok, alors merci d'avoir accepté l'invitation et je pense que le meilleur moyen de démarrer un petit peu cet épisode, c'est de parler de ton parcours sportif. Alors à la fois d'un point de vue personnel, puisque tu as quand même une grosse pratique perso, et ensuite d'aborder le côté pro, puisque aujourd'hui tu coaches et tu soignes dans le milieu du sport. Alors je te laisse présenter un petit peu ce parcours. Bah yes, bah écoute, déjà, merci de m'avoir invité, c'est cool. Le parcours sportif dans les grandes lignes, il est assez hétéroclite. Je suis passé par plein de choses, mais initialement, c'est les sports de glisse. Il y a eu beaucoup ça. Ça m'a vraiment formé autour de la discipline de freestyle, un côté un peu artistique, parce qu'il faut exprimer du mouvement de l'art dans le mouvement. Mais il y avait aussi un côté adrénaline et repousser les limites, affronter la peur, prendre des risques. Voilà, donc les sports de glisse initialement. Le rugby est venu par plaisir par la suite, mais j'en ai pas beaucoup fait, un petit peu de ça. La gymnastique a pris beaucoup de place et l'escalade. Donc voilà, ça c'est pour mon histoire à moi sportive dans la pratique et comment j'ai grandi autour du sport. Et bah après, la transition avec le pro, elle est restée un petit peu la même. Pour faire très simple, après pas mal de blessures dans les sports de glisse, généralement tu te prends des vautres et ça, ça pardonne que très peu. Ben, tu te retrouves beaucoup à faire de la kiné, beaucoup en rééducation, beaucoup sur les process de rééducation, de réhabilitation post-traumatique. Et là, je prends conscience qu'effectivement, il y a un véritable intérêt à faire du sport et du fitness, en tout cas, l'aspect muscu et renforcement vient prendre une place majeure là-dedans. Et voilà, de fil en aiguille, comment je deviens aussi pratiquant de musculation. Avant de me dire, bah, en fait, ouais, il y a une patte, il y a un truc en plus que j'aimerais explorer, que j'aimerais apporter, et en tout cas dont j'aimerais faire le métier, quoi. D'accord. Et alors, moi, c'est toujours un petit peu. C'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast. C'est de ça dont je voudrais qu'on parle. C'est ta philosophie du sport et de l'entraînement, ce que tu recherches dans l'entraînement et dans le sport, et derrière un petit peu ce que tu essayes d'apporter à tes élèves, aux personnes que tu coaches. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, hein, donc on va pouvoir parler de l'évolution parce que je sais qu'il y a une certaine évolution dans ta pratique, mais à l'heure actuelle, comment tu vis le sport? En gros, la question, c'est quelle est ta vision de l'entraînement et du sport? Quelle est ta philosophie quand tu rentres dans une salle de sport? Alors, j'aime bien, c'est bien qu'on aborde ça tout de suite. L'idée d'entraînement me déplaît un peu plus maintenant. Le mot s'entraîner a perdu de sa valeur. Il est aujourd'hui un peu vulgarisé, il est trop communément utilisé. Euh, Morissette, 16 ans, lycéenne, en bac L, va faire 3 heures de fitness, elle dit je vais m'entraîner. En fait, c'est faux, elle va s'exercer, elle va continuer à bouger, elle va continuer à développer, entre guillemets, un exercice physique, mais elle va pas s'entraîner. Et de fait, on a aussi un petit peu vulgarisé le truc, on a un peu oublié ce que c'était que s'entraîner. S'entraîner, c'est à viser d'objectifs. Et aujourd'hui, ben, c'est là que je suis, c'est que je n'ai pas d'objectif, si ce n'est l'entretien de ma condition physique dans une visée pérenne, si tu veux, sur du très long terme, de par beaucoup de blessures, de par beaucoup d'exploration, d'expérience aussi dans l'entraînement. Aujourd'hui, j'aime aller au gré des besoins, au gré des envies. Alors c'est aussi ambivalent parce qu'à l'inverse, tu te confrontes souvent à des nécessités dans l'entraînement. C'est-à-dire que tu as besoin, malgré tout, dans ta façon de bouger, de respecter certains besoins de ton corps, d'entretenir, quand tu as des blessures en l'occurrence, d'entretenir un équilibre entre je fais ce qu'il faut et je fais ce que j'ai envie. Et je suis un peu en train de nuancer ça. Ça existe aussi, et c'est très important de le maintenir et de le garder en tête quand on fait simplement du coaching à visée de performance, d'objectif ou de culturisme, hein. Par exemple, le bodybuilding, euh, les mecs font absolument ce qu'il faut et ils font jamais ce qu'ils ont envie, tu vois. Mhm. Et c'est vraiment important de mettre ça en place et de comprendre en tout cas la nuance et ce que ça a de sens chez le pratiquant et dans notre position de coach. Donc moi aujourd'hui, pour répondre à la première question, tu me les répéteras un petit peu au fur et à Ouais. mesure, mais
Moi, mon approche aujourd'hui, je vais dans une salle. Déjà, j'y travaille tous les jours. Et quand j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie que ça me fasse du bien, j'ai envie d'explorer de nouvelles choses, j'ai envie de développer de nouvelles compétences parce que j'ai encore envie d'apprendre, j'ai encore envie de tester des trucs, j'ai encore envie de rentrer dans un process d'amélioration, de progression. Donc, il nécessite un plan d'entraînement, évident, euh, mais sans viser d'objectif particulier. Et ça, si ce n'est le kiff, hein, évidemment, si ce n'est apprendre une nouvelle compétence, déverrouiller un nouveau mouvement, parce que ma philosophie aussi, c'était la question, c'est le mouvement. Et je pense que ça, c'est un truc qui a beaucoup de sens dans ce que je fais, dans comment je le fais. Je sais pas si déjà ça permet de Ouais, rebondir, ouais, d'échanger, parce que mais sinon on va très loin. Mais... je me demandais d'ailleurs si cet amour, entre guillemets, pour le mouvement et l'exploration, elle venait de ce que tu disais tout à l'heure, du fait que tu es grandi dans les sports de glisse et que tu as mentionné cet aspect artistique du sport de glisse, avec du coup cette nécessité, cette volonté d'explorer ce que ton corps était capable de faire. Alors, je sais que tu as fait pas mal de skate, mais je sais pas exactement tous les sports de glisse que tu as fait. Mais est-ce que du coup, euh, voilà, cette recherche de mouvement, cette exploration du mouvement, est-ce qu'elle est née durant cet apprentissage des sports de glisse et cette recherche de l'art du mouvement. Ouais, Sans faire je pense aucune qu'il y a pub pour aucun livre d'ailleurs. je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça. Effectivement, le skate a été le sport de glisse majeur dans mon développement en tant que pratiquant, en tant que sportif, en tant que plaisir aussi. C'est venu très tôt, jusqu'à aller chercher à l'époque les premières compétitions locales, régionales, départementales, jusqu'à France et jusqu'à certains événements européens. Donc c'était quand même un vrai plaisir qui a derrière a eu un enjeu. Il y a eu vraiment de l'enjeu là-dedans. Mais pour revenir à la discipline elle-même, quand tu es tout seul sur un parking, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'infrastructure, Mhm. c'est important aussi, il n'y avait pas Ouais, les ouais. infrastructures que les jeunes ont aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube, on n'avait pas accès à YouTube comme ça pour regarder des vidéos ou des tutoriels sur un trick, sur une figure en skate. Donc tu étais tout seul sur ton parking, ce qu'on appelle du flat, tu es à plat et tu essayes de faire sauter une planche, tu essayes de faire tourner une planche et tu essayes à ce moment-là de comprendre. En tout cas, tu as envie de comprendre. C'est déjà pas mal d'avoir envie, mais tu pratiques derrière, tu te poses des questions et tu vas chercher à orienter la position du pied, la position de ton épaule, la position de ta hanche, et tu vas te dire quel effet ça a. Et en fait, je répète des milliers de fois un geste quasiment de l'ordre répétitif, tu vois, où tu es, absent de ton esprit. Moi, Robotique. j'aime bien dire, Ouais. c'est robotique, exactement. C'est un Mm. mouvement très robotique. Et tu essayes d'en analyser, d'en observer des résultats différents pour pas devenir fou. Parce que la définition de la folie, c'est quand même répéter la même chose et obtenir toujours le même résultat. Mm. Euh, Là, tu essayes de ne pas tomber dans la folie. Donc, je pense, oui, effectivement, le skate a pris, a en tout cas, eu beaucoup d'importance, a beaucoup de place aussi dans cet amour de qu'est-ce que le mouvement, comment je l'exprime et après, quel est le rendu. Tu vois, j'ai en tête un truc. Ok, en fait, ça rend pas du tout ce que je voulais. C'est là qu'arrivent les premiers caméscopes, les premières caméras, les premières photos, les premières vidéos. Et aujourd'hui, l'ère qu'on a de incroyable multimédia où tu poses ton téléphone sur un trépied et c'est accessible à tout le monde avec un petit adaptateur flash et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tu peux filmer, tu peux avoir un retour, un feedback concret de ce que tu fais, de comment tu le fais. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, oui, on peut comprendre un petit peu comment est née cette philosophie de, voilà, de rechercher le mouvement, de travailler le mouvement et d'après d'analyser le rendu. Aujourd'hui, tu as cette philosophie, mais je le sais, ça n'a pas toujours été le cas. Tu es passé par différentes phases dans ton entraînement. Euh, on va peut-être pouvoir en parler un peu. Je sais que tu es passé par un moment de force, enfin, où tu vas chercher à faire de la force. Euh, Qu'est-ce qui a guidé cette évolution pour arriver à la personne que tu es aujourd'hui, avec la philosophie que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des événements marquants qui t'ont conduit vers, OK, la performance c'est cool, s'entraîner c'est bien, mais moi ce que je veux c'est vivre longtemps et en bonne santé, entre guillemets, et de façon pérenne et conserver mes acquis. Et donc du coup, je m'entraîne plus avec plaisir enfin, je m'exerce plus avec plaisir que je vais aller m'entraîner pour une performance.
Ouais, ouais, je pense qu'effectivement, il y a plein d'événements marquants. Et en fait, ils sont tous arrivés à des moments qu'on peut pas mesurer, identifier ou quantifier comment, pourquoi. Mais je pense avoir navigué entre plusieurs événements qui m'ont emmené et qui à chaque fois ont dirigé la pratique et le coach en devenir. Pour faire très simple, je pense qu'il y a le pratiquant et le coach. Et l'un n'est pas dissociable de l'autre. La preuve, aujourd'hui, j'en suis à une approche d'entraînement personnel que je prends plaisir aussi à transposer dans les séances avec mes élèves. Ce qui a toujours été le cas, en fait, en fonction de l'évolution. Quand tu commences à exercer en tant que coach, tu es, aussi pris par ta philosophie, parce que c'est le seul spectre que tu connais dans l'entraînement, dans la pratique, dans les résultats. Euh, D'ailleurs, c'est hyper intéressant de rappeler que on ne forme pas un coach en 3 mois. Hmm. Les CQP n'ont pas de sens. C'est pas Mhm. pour pointer quoi que ce soit, mais on peut parler de la formation aussi. Tu vois, ça a un rôle important dans le coach qu'on devient. Et avant de passer la formation, qui est diplômante, qui est certifiante, il faut avoir un peu de background en expérience, je pense, parce que tu te poses des questions, tu fais des erreurs et tu as en tout cas du ressenti. Ce ressenti, il est fondamental parce qu'il va guider ce que tu es, ce que tu deviendras, mais surtout comment tu vas guider les gens dans leur propre exploration. C'est-à-dire que tu peux les orienter à développer telle ou telle compétence physique, telle ou telle qualité physique, en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs, mais tu peux aussi, sans leur dire, être conscient du chemin par lequel ils vont passer, savoir Mhm. d'avance qu'ils vont traverser des moments difficiles, des doutes, des échecs, des difficultés, des ressentis physiques, des confrontations où on est loin de ce que j'avais prédit ou en tout cas projeté quand je m'engage sur un process. Voilà, là où j'en suis aujourd'hui, c'est beaucoup d'événements comme ça. C'est avoir changé plein de fois de type d'entraînement, pour avoir essayé plein de fois des outils, des concepts, on appelle ça un peu comme on veut, avoir été suivi par plusieurs personnes, pardon, je dis pas, plusieurs personnes qui m'ont inspiré à des moments précis où je me suis dit, tiens, c'est ce que j'ai envie d'aller explorer, c'est ce que j'ai envie d'aller comprendre, c'est ce que j'ai envie d'aller ressentir et pratiquer. Ça a été marqué par décider de devenir coach, d'encadrer des gens. Ça a été marqué par les formations qui ont Mhm. suivi, qui ont été autant destinées au développement de la qualité physique, de la performance et aussi de la santé, puisque tu l'as dit, je soigne aussi un petit peu. Il y a cette espèce d'ambivalence où on apporte une approche kiné du sport, ou en tout cas rééducation, dans le sens large du terme. On rééduque les gens à bouger, à, à appréhender leur corps, à appréhender leurs mouvements. Et un peu tout ça, je pense qu'il y a eu plein d'événements marquants, voilà, plein de rencontres, beaucoup. Et Ouais, est-ce que tu penses que tes blessures, pour le coup, parce ouais, que tu l'as quand évidemment. même dit, tu t'es pas mal blessé. Est-ce que tes blessures aussi ont joué un rôle dans le fait où tu t'es dit à un moment donné, ok, Ouais. il va falloir que je vive, Mm. que je puisse continuer à bouger, que je puisse continuer à me mouvoir. Donc, quelque part, enfin, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à comprendre, mais je pense qu'ils le comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais fait de sport performance. Mais quand on rentre dans le sport performance, c'est indissociable de la blessure. On peut pas performer et je pense que les gens qui ne se blessent pas, c'est parce qu'ils ne performent pas, ils n'ont pas cette notion de performance. La performance, c'est quelque chose de bien précis, mais on peut pas performer sans se blesser. Et donc, du coup, est-ce que, du coup, ouais, ces blessures t'ont conduit à shifter de je m'entraîne pour performer à je m'exerce pour continuer à bouger? Purée, ouais, exactement. Et bah complètement. La réponse est oui. Tu sais, enfin, on en a parlé entre nous, mais pour rappel, il y a plus d'une dizaine d'interventions chirurgicales, traumatologiques, orthopédiques aujourd'hui par lesquelles je suis passé. Pour Hmm. faire simple, mon genou droit a été opéré 2 fois, mon genou gauche une fois. J'ai une arthrodèse L4 L5, j'ai un bancarte à gauche, j'ai bientôt l'épaule droite Hmm. qui peut arriver à ça. Et on a travaillé ensemble quand je me suis blessé à avoir un suivi qui ait du sens pour que ça soit pérenne. Voilà, il y a eu beaucoup de traumatismes sur des articulations majeures en plus, qui sont quand même des charnières fondamentales de la Bien structure sûr. et de Hmm. sa capacité à se mouvoir. Et derrière, tu te dis toujours, à un moment donné, tu réfléchis. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ok, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai traîné ces bobos. Jusqu'à maintenant,
je prenais sur moi, je trouvais des solutions, je trouvais des stratégies d'adaptation, tu vois, qui étaient aussi liées au jeune homme que j'étais encore. Et puis en fait, un jour, tu deviens un peu plus adulte dans ce que ça a de sens global. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment tu prends un peu du plomb dans la tête, on va faire très simple, et tu te dis, ok, en fait, depuis des années, je bricole autour de ces blessures. Et en fait, ça va pas durer, ça. Ça va pas durer. Tu vois, je me blesse le dos et on me dit, vous ferez gaffe parce qu'à 35 ans, vous serez en chaise roulante si vous continuez à faire du sport comme vous le faites. Tu vois, mais c'était Hein. il y a plus de 15 ans, tu vois. Et à 15 ans, on pensait qu'une arthrodèse sur un jeune homme de à peine 20 ans, un peu moins, c'était un mec qui ferait plus jamais de sport, tu vois, parce qu'on fait de la prophylaxie, on fait de la prévention, on essaye de mettre les mecs dans une boîte aseptisée. Et quand j'ai recroisé ce Chir quelques années plus tard, de façon totalement inopinée et qu'on a eu le temps de sympathiser, et que je lui dis, bah, je suis en quête d'un deadlift à 200 kilos, le mec était fou, tu vois. Le mec était fou. Ils me disent pas, enfin, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et pourtant, si, parce que la réflexion, elle s'est posée à ce moment-là. Il y a eu le corps blessé, il y a eu ce qu'on te préconise, mais il y a aussi l'individu au milieu qui a une part majeure de conditionnement. Quelle attitude, quelle dynamique, quelle position je me donne dans ce que je suis en train de traverser comme blessure, tu vois. Et est-ce que j'ai envie de toujours pousser? Est-ce que j'ai envie de l'accepter, de lui donner de la place, de faire en sorte que ça dure et que ça perdure en tout cas, que je puisse toujours bouger? Ou est-ce qu'à un moment donné, je fais ce qu'on a tous fait au départ, c'est pas donner de valeur à cette blessure, tu vois? Parce que sous couvert que je suis sportif et jeune, c'est pas grave, tu vois? Et oui, à l'instant T, c'est vrai, c'est pas grave. Mais en fait, c'est grave demain. Et demain, ça vient très vite, quoi. Et de là, peut-être tu peux te poser la question, et je pense qu'il est judicieux de se la poser. C'est, OK, comment je peux trouver un juste milieu, un compromis entre l'ego, l'orgueil d'un sportif, parce qu'on en a quand on fait un peu de perf, quand on aime se dépasser, et un truc pérenne, parce que mon corps, je vais le trimballer encore quelques années, tu vois. Mhm. Et pour avoir euh, de très près des gens qui sont dans des situations de handicap ou de mobilité réduite, pour avoir travaillé autour de la blessure et depuis des années, oui, c'est quelque chose qui me parle sûrement. On prend beaucoup plus conscience de ce que ça représente et bah, à quel point on est capable d'eux, en fait. Ouais, Oui, ça représente d'être blessé, oui, notre corps a une grande valeur, mais on est aussi en mesure de déterminer la direction qu'on va prendre par la suite. bien sûr. Et pour ce faire, il faut des fois savoir juste s'arrêter un petit peu, ouais, se poser les bonnes questions. Oui, oui, c'est important de rappeler que la blessure, c'est pas une fatalité. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que des fois, bon, le discours médical aide pas toujours, mais quand la blessure intervient, on a l'impression que le monde s'arrête, Ouais, qu'on c'est vrai. refera plus jamais ce qu'on faisait avant, etc. Alors que il y a un nombre d'exemples qui est immense et qui montre qu'il y a toujours moyen de revenir, à condition de, comme tu le dis, de faire ce qu'il faut. Et, et du coup, bon, on l'a abordé, après cette pratique personnelle, tu es devenu coach. Donc, tu es devenu coach avec une grande expérience pratique. Euh, comment aujourd'hui tu abordes tes nouveaux coachings? Quand une nouvelle personne vient te voir, comment tu amorces le travail et comment tu arrives à lui transmettre ta manière de travailler, ta manière de percevoir le coaching, qui est différente de tout autre coach, puisque chacun a la sienne. Euh, ouais, c'est ça, chacun la sienne. Euh, alors, aujourd'hui, ça a changé, et c'est justement ce qui est très très cool. Mais aujourd'hui, tout nouvel élève a toujours droit à une grande phase de questionnement, de bilan. On prend le temps. J'aime bien prendre le temps avec l'humain, chose que je faisais un peu moins, si tu veux. Par exemple, j'ai toujours posé 1 heure et demie, 2 heures de bilan sur la première séance. C'était un cadre posé sur mon agenda qui me permettait d'aller dans tous les sens au niveau des tests. Parce que jusqu'à maintenant, je me planquais derrière de réelles compétences, attention, mais c'était les seuls outils que j'aimais manier. C'était une connaissance biomécanique, anatomique en mouvement appliqué assez poussée
qui me permettait aussi d'être un bon pédagogue et de faire comprendre aux gens pourquoi ils bougent comme ça, dans quel objectif, pour quel résultat et comment ça fonctionne. Et si tu veux, jusque-là, je me cachais pas mal derrière ça. C'est pas péjoratif se cacher, mais c'était l'outil premier qui était mis en avant, tu vois. Donc tu venais me voir, bam, pendant 1 heure et demie, test monstrueux dans tous les sens. En fait, bah, on se rend compte que là, on n'a pas de rotation, là, on n'a pas de ci, là, on n'a pas de. Et en fait, c'est de la pipe dans le sens où tu peux pas te cacher que derrière ça, tu vois. C'est un outil et tous les outils sont bons à utiliser. Si par exemple ta caisse à outils, bah, tu as une vingtaine de clés, mais que tu ne sers que d'une seule, bah, tu es en train de te trimballer 19 outils pour rien, tu vois. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que tu les sortiras jamais. Ça veut juste dire que là, contextuellement, est-ce qu'ils ont du sens? Et je me rends compte qu'il y a un truc qui vient vraiment dans chaque bilan, dans chaque nouvelle prise en charge. Je dis prise en charge parce que 99% des gens qui viennent me voir ont pour objectif de traiter une blessure ou en tout cas sortent d'une rééducation et d'un suivi d'une prise en charge de kinésithérapie avec un objectif de réathlétisation, en tout cas retour au sport, dans le deuxième objectif plus loin de ne plus se blesser. Et en fait, tu te rends compte que là-dedans, il y a déjà plein de choses qui sont faussées, qui ne sont pas encore totalement guéries. La peur de bouger, l'appréhension, la mauvaise compréhension de son corps, les mauvaises éducations de par tout simplement la communication, l'échange, les idées reçues, la philosophie dans un monde, dans une société ou dans une industrie, tu vois, l'industrie du fitness, il y a des idées reçues. Et déjà, il faut déconstruire ça. Mais déconstruire ça, tu peux pas y aller en leur rentrant dedans. C'est-à-dire dire à quelqu'un ce que tu dis ou ce que tu penses est faux, t'es mort. Tu lui as rien apporté, tu viens tout simplement de le verrouiller et tu pourras rien lui apporter par la suite. Ce que tu veux faire, c'est avant tout les rassurer. Je pense que les gens ont besoin d'être rassurés sur leurs réelles compétences, mais c'est pas individuel, c'est pas conscient, c'est pas spirituel, c'est pas qui ils sont dans leur âme et esprit et façon de penser, c'est leur corps en fait. Et la plupart des gens sont à côté de leur corps, alors que c'est un outil incroyable à qui il suffit de donner les clés de la confiance et de l'exploration pour pouvoir se réapproprier des choses dingues. Et aujourd'hui, mon bilan, il tourne plutôt autour de ça. Comprendre d'où on vient, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que ça a laissé comme trace. Et après, on se sert de l'outil qui est de prédilection, en tout cas le mien, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, toi et moi, c'est qu'on est capable d'être de fins analystes, analytiques du mouvement, et qu'on est capable, cette analyse analytique, de l'intégrer derrière dans un mouvement global. Et c'est ce qui fait une vraie différence. Si tu fais que de l'analytique, tu fais du bodybuilding, euh, je grossis le trait, hein, mais c'est le même crayon. Et derrière, il faut être capable quand même de sortir de l'aspect microscopique dans l'analyse. Biceps, voilà, flexion de coude, magnifique. Mais derrière, dans le mouvement, qu'est-ce que ça a de global? Comment la personne va se servir de ce petit biceps qu'on a bossé à tel moment dans sa vie du quotidien, ou en fait, peut-être, je dis un exemple tout bête, mais elle a un chien qu'elle balade 3 fois par jour en laisse avec un biceps qui est dans une position qui va demander d'autres adaptations sur d'autres composantes. Qu'est-ce que ça va générer chez elle d'inquiétude, d'appréhension, de peur? Comment elle va avoir des stratégies d'adaptation mécanique? Ça, c'est que la deuxième étape. Mais si cette personne, elle t'a pas parlé de ça, ce qui sont des trucs finalement tout bêtes, hein, Mhm. bah, tu peux pas lui donner la confiance dans ce mouvement très simple, tu vois. D'accord. Ouais, donc du coup, tu t'as intégré cette phase de bilan, entre guillemets, d'échange avec la personne pour d'abord cerner l'humain avant de cerner le corps, quoi. Ouais, et c'est pas que de l'échange, hein. Ça serait mentir de dire on passe 1 heure et demie autour Oui. d'un café avec une feuille et un papier. C'est une séance. J'essaie d'orienter une séance globale, sportive, où je vais un peu tester les grands axes qui, à mon sens, sont importants de mettre en évidence. Coordination, proprioception, schéma corporel, schéma moteur, tu vois. Est-ce que si je lui fais faire 3 tours sur elle-même dans la salle qu'elle vient à peine de découvrir, elle sait se repérer? C'est des trucs tout bêtes, ça veut pas dire que je lui fais un jeu Colamaillard, tu vois, Mhm. mais dans l'idée, il y a vraiment une mise en place du mouvement. Alors on utilise toujours des patterns, enfin j'utilise toujours des patterns fondamentaux parce que la mécanique, on ne va pas la réinventer, tu vois. Ta hanche, elle fait une flexion, une extension, ton genou, pareil. Quand tu les combines, qu'est-ce que tu vas chercher? Est-ce que tu es sur un hinge? Est-ce que tu es sur un squat? Est-ce que tu as un mouvement vertical? Est-ce que tu as une portée horizontale? Bon, ok, ça va nous donner des directives derrière sur. Effectivement, là-dessus, on est un peu en déficit. Il va falloir améliorer ça.
Mais surtout, ça va te permettre de voir comment se comporte la personne. Si elle te pose des questions, si elle est tout le temps en train de te regarder du coin de l'œil comme en attente de validation, est-ce qu'elle est en attente absolue de toutes les consignes ou est-ce que déjà elle est très excitée de commencer? Ça donne vraiment des informations importantes sur avec qui je vais travailler et comment je vais travailler. Dans tous les cas, on va avoir le même résultat, c'est que tu vas t'améliorer, tu vas te refaire confiance, tu vas à nouveau bouger mieux, tu vas être plus fort. C'est en tout cas mon credo, c'est libérez-vous de vos douleurs, réapprenez à bouger et devenez plus fort. C'est un peu l'idée. Et à partir de là, tu peux derrière prendre ta casquette de coach et de prépa physique avec l'aspect programmation, l'aspect orientation, périodisation, comment j'oriente les premiers cycles, quelles sont leurs priorités. Mais initialement, tu peux pas faire bouger quelqu'un si tu n'as pas compris quel était son vocabulaire et sa façon de comprendre les infos, tu vois. Et du coup, ça, c'est intéressant ce que tu dis là, dans le fait de cette dernière phrase là, de comprendre son vocabulaire, etc. Est-ce qu'il t'est arrivé, justement, d'avoir un blocage dans l'échange avec une personne, avec une cliente ou un client, et de devoir, du coup, recommencer à zéro ou complètement changer ton discours, changer ton approche, etc. Ou est-ce que, dans la globalité, tu arrives dès le début à t'adapter et à faire passer ton message? Alors, la réponse est oui et non, et les deux, en fait. Euh, j'ai en tête évidemment des moments où, et des personnes, des élèves avec qui à un moment donné, je me suis dit, OK, là, ça passe pas. Il faut revoir tout ça, il faut réorienter, il faut reposer le cadre. Et en même temps, avec tout le monde, ça se passe relativement bien parce que ce qui est mis en avant, c'est le lien humain, tu vois. C'est d'être rassurant, d'être accompagnant, d'être à leur côté et d'être dans l'écoute, tu vois. Ça Mhm. revient un peu à l'exploration qui est vraiment un des mots très importants chez moi dans comment je bouge et dans comment j'emmène les gens, tu vois. Mais c'est très ambivalent, c'est-à-dire que j'ai autant des gens avec qui, enfin tout le monde, ça passe relativement bien, c'est très facile, je comprends très facilement quelle pédagogie, quel mot, quelle taxonomie, quelle façon d'aller cibler les différentes étapes du cerveau je dois activer. Mais pour autant, chacun d'eux, chaque élève avec qui j'ai pu travailler, à un moment donné, j'ai dû, OK, on fait un break, j'aimerais qu'on réétablisse ensemble. euh, le cadre. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu estimes qu'on en est arrivé? Où est-ce que tu veux aller maintenant qu'on a fait ça? Est-ce que tu es conscient des outils que tu trimbales dans ton sac à dos? Est-ce que tu sais les sortir au bon moment? Et est-ce que c'est toujours ce que tu voulais? Et si c'est pas le cas, réexplique-moi parce que je n'ai peut-être pas compris ou je me suis peut-être éloigné. Et c'est cette difficulté-là, cette nuance-là qu'il faut tout le temps garder dans notre position de coach, c'est que, on revient à ce que je disais tout à l'heure, en fonction de mes appétences et de mon kiff dans l'entraînement, à l'instant, je vais aussi entraîner, tu vois. Exemple, en ce moment, tu l'as dit tout à l'heure, je suis sorti de la force il y a quelques mois. Et en ce moment, j'ai un kiff absolu à retrouver mes amours premiers de mouvement, de gym, la gymnastique comme on l'entend vraiment en salle avec ses agrès, mais aussi la gym qui a été évoluée par le CrossFit, où on fait du travail de ce qu'ils appellent gym de façon globale. C'est les exercices suspendus, les exercices en appui sur les mains à l'envers, tout ce qui est gainage, tout ce qui est utilisation du corps dans un mouvement à poids du corps. En fait, c'est un peu ça la gym comme on l'entend aujourd'hui. Donc, étant revenu beaucoup plus sur ces premiers amours-là, euh, il est évident que je me dois d'observer ça, justement, que mes élèves aussi, je leur redonne des bases autour de ces jeux-là. Mais si tu veux, je pense que le cœur de tout ce qu'on fait, c'est le même. Que je te fasse faire un travail de corps, CORE, hein, le centre du corps, le noyau, avec une kettlebell, parce que j'en reviens ou que je te le fasse faire à base de holo, de planches actives, dynamiques, en contrainte et avec des points d'appui variants et mobiles, c'est le même process. Le tout, c'est d'avoir inculqué à cette personne à générer les bonnes tensions. Et c'est ce que je dis souvent, c'est quand je vous dis devenez plus fort, c'est pas la valeur relative de la barre que vous allez soulever, c'est votre capacité à générer des niveaux de tension à des endroits particuliers, mais surtout votre capacité à les moduler en fonction Mhm. du mouvement et des besoins, et votre capacité surtout à les intégrer, à quel moment et dans quel mouvement. Et là, ça fait de vous quelqu'un de fort. Mhm. Et je pense que c'est autour de ça qu'on doit éduquer de plus en plus les pratiquants du sport, de la musculation,
de toute discipline, de toute forme qu'elle soit, tu vois. On voit, il y a plein de courants sportifs qui se dispatchent et qui sortent un peu du lot, tu vois. Et les gens ont tendance à avoir un besoin d'appartenance majeur à l'un ou à l'autre, ce qui est OK, hein. On rentrerait dans une sphère plutôt de psychosociologie et je pense que c'est pas le débat, mais ça n'empêche que si on est capable de se dire, OK, là-dedans, quels sont les axes transversaux, quelles sont les grandes lignes que tous mes autres sports peut-être m'ont appris, m'ont donné, m'ont inculqué pour que j'en tire des bénéfices. Et je pense que c'est vraiment important de penser comme ça, ouais, le sport. Ok. Et il y a un truc qui me permet de faire une liaison avec un thème, une liaison avec un thème que je voulais aborder avec toi. C'était donc tu as, brièvement, très brièvement abordé le concept de formation tout à l'heure, où tu disais qu'on ne devient pas coach en 3 mois, chose que je rejoins à 100%. Euh, la deuxième chose, c'est que tu as du coup évoqué cette capacité à échanger et à transmettre ta philosophie et quelque part tes idées, etc. Euh, je sais également que tu proposes, entre guillemets, des sessions de workshop où je trouve ça brillant, d'ailleurs, c'est une brillante idée, où tu proposes à un coach ou quelqu'un dans le milieu du sport santé de passer un moment avec toi, une journée avec toi pour échanger, apprendre pendant tes coachings, etc. À quel moment il t'est venu l'idée de transmettre en tant que formateur, entre guillemets, même si c'est pas vraiment ce mot-là, mais en tant que enseignant, formateur, guide, enfin, autre chose qu'un coach, quoi. Hmm. À quel moment Ouais. cette idée, elle t'est venue? Ouais, coach pour coach, en fait, hein, dans l'idée, c'est Ouais. un peu un consultant qui apporte des. Ouais, c'est du consulting, moi, que je propose. C'est un consultant externe qui apporte une analyse objective sur ce que tu fais, comment tu le fais, et surtout sur peut-être les outils que tu n'utilises plus, que tu n'utilises pas, que tu n'as jamais utilisés, qui pourraient t'apporter aujourd'hui à ton développement. Alors, comment c'est venu? Je sais pas. J'ai toujours eu envie de transmettre, d'échanger, de partager. Je pense plutôt bien synthétiser, vulgariser, simplifier l'information, donc qui est une partie intégrante et importante de la pédagogie. Et, et- et je trouvais intéressant le concept de switcher un peu l'outil de programmation et de périodisation comme on l'apprend en coaching ou en prépa physique, tu vois, mais de l'appliquer au fonctionnement du cerveau humain. Et comment est-ce qu'il arrive à intégrer une info, tu vois? Euh, euh, Faire de la régression ou faire de la progression, tu vois, dans un mouvement, par exemple. C'est quelque chose qu'on utilise énormément avec nos patients, nos Hmm. clients, toi comme moi, dans ce qu'on fait, parce que ça permet de recorticaliser un schéma qui a du sens et surtout d'intégrer étape par étape. Mais je pense que ça marche pareil pour la PEDA, tu vois, quand tu prends le temps avec un professionnel, en plus, avec qui tu peux facilement aborder le sujet de spécifique ou technique. Je pense que c'est encore plus intéressant d'aller chercher à régresser pour revenir aux étages d'en dessous, s'assurer qu'on les ait bien compris, validés, qu'on puisse en tirer quelque chose avant de revenir à ailleurs. Et je pense que cette idée, voilà, de faire un peu de formation, de transmettre, elle est venue de ce kiff de dire, OK, et si je pouvais un petit peu fonctionner, si je pouvais agir sur le cerveau des gens pour que tout le monde comprenne la même chose. Il y a une notion d'égalité et d'équité que j'aime bien quand tu fais une formation, ou en tout cas tout le monde sort du même diplôme. On va prendre les trois de base hein, aujourd'hui, STAPS, BP et CQP. Voilà, on grossit un Mhm. peu, tu vois. Euh, Bah, tu peux prendre 100 personnes qui sortent de STAPS, 100 personnes qui sortent de BP, 100 personnes qui sortent de CQP. Ces 100 personnes dans chaque catégorie n'ont pas retenu, appris, y compris la même chose et ne l'intégreront pas de la même façon. Ça, c'est un point qui relève de l'individu. Et c'est génial. Mais pour les premiers points, n'ont pas compris, n'ont pas appris, et n'ont pas retenu la même chose, ça, pour moi, il y a un problème. Tu vois. Et c'est un peu cette notion d'équité, d'égalité, que j'aime bien, les deux mots, ils ont vraiment un sens différent, mais ils ont du sens dans pourquoi transmettre. Tu vois, je te donne un exemple, on est devant une grande balustrade, un brise-vue. On est cinq, ok? Et on voit pas ce qu'il y a derrière. Pourtant, derrière, il y a un match hyper important qui se joue de Coupe du Monde, tu vois. Et on va tous nous donner, à nous cinq, la même box pour pouvoir monter dessus. Mhm, Ça, c'est mhm, de l'égalité. C'est de mhm. l'égalité, c'est génial.
Mais l'équité là-dedans, elle est nulle part parce que peut-être que toi, tu mesures 1,85 m, moi j'en mesure 1,72 m et qu'à côté, on a Jean-Baptiste qui fait 2,10 m et la deux et troisième personne sont des gens de petite taille ou voire proches du nanisme. Bon, bah ok, c'est cool d'avoir filé une box, mais on n'est toujours pas à équité équilibrée Tout à fait. sur l'outil qu'on nous a donné. Et je trouve que cette notion-là, elle se transmet beaucoup. En tout cas, on l'observe très facilement dans l'enseignement, la pédagogie, la formation et la transmission. Et c'est simplement dû au fait que les outils soient pas bien transmis, bien donnés. Donc ça voudrait dire, si je comprends, hein, tu me repenses si c'est pas le cas, mais ça voudrait dire que l'enseignement de manière globale, il est plutôt il respecte le Équilibré, principe d'égalité, mais il ouais, respecte pas spécialement le principe d'équité, puisque du coup, absolument, chacun n'évolue pas au même rythme, ne comprend pas la même chose de la même façon, etc. Donc on donne la même information à tout le monde, donc on fait ça de manière absolument. égale, mais pas de manière équitable, puisque c'est pas forcément adapté à la compréhension de chacun. C'est ça que tu voulais dire. Absolument, Ouais. absolument, absolument. Et si tu transposes ça à notre sujet commun, la muscu par exemple, eh Mhm, ben, mhm. on a appris à tout le monde les mêmes process, les mêmes protocoles, les mêmes formats d'entraînement, d'accord? Tout le monde ressort avec le même. Qu'est-ce qui fait la différence d'un coach à l'autre? C'est comment il va le transmettre, c'est comment il va l'utiliser, c'est à quel moment et pourquoi il va l'utiliser et pour qui. Et c'est là que tu te dis, OK, c'est bien de donner un outil, mais on n'a pas entièrement donné le manuel d'utilisation, tu vois. Et en tout cas, dans comment on s'en sert. Euh, je me rappelle avoir fait un cours de JJB avec Loïs, qui est cité dans quasiment tous les podcasts, Ouais, c'est infernal. qu'on embrasse aussi, Pas du évidemment. tout. Mais pas du tout. Non, d'ailleurs, on l'attend toujours pour l'apéro. Je me rappelle avoir fait un cours de JJB avec lui et je m'étais retrouvé aussi embarqué par un schéma de pensée, une mécanique de croyances limitantes et de pensée que je remarque chez tout le monde. Il nous a donné un exercice à faire avec pour seule contrainte. En fait, non, c'est faux. Il nous a donné un exercice à faire avec très peu de contraintes. C'est ça le truc. Et on s'est tous regardés avec des yeux de merlan-frit, genre, ok, mais en fait, on ne sait pas faire, tu vois. Et en fait, il y avait tellement pas de cadre que tu Mhm. pouvais tout faire sauf ce qui était interdit. Et ça, c'est génial de voir qu'en fait, à un moment donné, on bug parce que tu n'as pas donné toutes les consignes et le cadre absolu à quelqu'un, il ne sait plus faire parce qu'il ne va pas explorer, parce qu'il ne s'est pas autorisé à aller chercher autre chose ou à faire preuve d'inventivité, d'intuition sur l'instant qui font que, ok, bah là, il m'a dit que je devais garder ma main gauche dans ma poche, mais ça ne m'empêche pas de passer ma main droite sur le mec. Ça ne m'empêche pas de rouler de l'autre côté. Ça ne m'empêche pas d'aller chercher un pied ou autre chose. Et je trouve que c'était un exercice hyper intéressant dans comment j'allais dire en anglais trick the mind, mais comment ça piège un peu l'esprit, tu vois. Et ça revient à ce que je te disais de l'outil de l'enseignement, égalité d'accord, mais pas d'équité. Et c'est Mhm. peut-être, et c'est peut-être un des trucs qui me motive et qui m'anime le plus quand je fais des formations, des workshops ou en tout cas du consulting pour des coachs et des acteurs du sport santé, ouais. Et dans la globalité, tu arrives à transmettre un petit peu cette flamme, cette envie d'exploration, de découverte aux, aux élèves, qu'on va dire, qui suivent tes workshops, tes formations, tes consultings. Est-ce que Euh, tu arrives à développer leur curiosité là-dessus? Ou tu ouais, la rencontres des curiosité, esprits oui. fermés quand même? Ouais. Non, la curiosité, oui, parce que je suis moi aussi dans un esprit ouvert quand j'aborde des trucs avec eux. C'est-à-dire que euh, malgré le fait d'arriver en position de je vais vous parler d'un process dont on vous a déjà parlé, je vais le déconstruire, mais je vais vous redonner autre chose, il faut que tu arrives aussi dans une position d'ouverture, tu vois. Et je pense que c'est aussi une partie importante de tout ce que j'ai encore à développer. Autant, on l'a dit tout à l'heure, j'ai développé une expérience et des heures de pratique en tant que pratiquant. J'ai modulé et développé un bout de chemin en tant que coach et j'ai encore beaucoup de taf à développer en tant que coach de coach. Et c'est cette position très, très, très humble, je dirais, qu'il faut garder. C'est aujourd'hui, je vais déconstruire ce que vous pensez à propos de tel sujet. Ok. Par exemple, on va prendre un truc comme ça, on peut en parler concrètement. Euh, Ça reste un exemple, hein, c'est pour qu'on cadre vraiment le discours. On va parler des 5 mouvements fondamentaux à la barre, tu vois, par exemple.
Mhm. On va déconstruire certains points de vue, certaines philosophies, certaines approches. Par contre, pour autant, mon enjeu, c'est pas de vous dire que ce que vous faites jusque-là, c'est de la merde. C'est de dire, on peut faire mieux. Et c'est toujours ça. Et je pense que dans mes premiers workshops, évidemment que j'ai dû arriver dans une position, j'ai dû arborer un peu le masque j'ai quelque chose de fondamentalement nouveau à vous apporter, donc écoutez-moi, donc ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est nul. Et c'est certain que j'ai arboré ce masque-là, Ouais. tu vois. Mais c'est évident que tu le fais, même quand tu es coach. Je pense que tous les coachs qui écouteront ce podcast se reverront dire à leurs proches, dès qu'ils ont été diplômés, ah, mais tu fais ça, mais c'est de la merde, il faut que tu arrêtes tout de suite, tu vois. Et on l'a tous fait. Et c'est évident parce que c'est le premier levier d'action qui vient se heurter à ce qu'on croit et ce qu'on a appris et comment on l'intègre. Donc, est-ce que j'arrive à donner la flamme? Bah, ça serait hyper prétentieux de dire, ouais, bien sûr, ils sortent de là, ils sont tous trop Sans chauds. problème. Mais, mais 100%. en vrai, je pense quand même que les gens aiment échanger avec moi, ou en tout cas que je leur donne envie de me reposer des questions, de rester après les workshops, d'en vouloir plus, parce que j'aime ça, je pense. J'aime tout simplement échanger avec les gens, tu vois. J'aime beaucoup écouter leur point de vue, et j'aime beaucoup alimenter leur point de vue en rajoutant un peu du mien. J'ai aucun intérêt à ce qu'on reparte en disant bah t'avais raison, j'avais tort ou inversement. J'aime bien qu'on se dise ah bah mec, merci, trop cool. Euh, je viens donner une autre valeur, une autre dimension, un autre volume à ce que j'avais de connaissances emmagasinées et de croyances. Et c'est cool. Ok. Non, mais d'accord, mais c'est parce que c'est une question que je me posais parce que c'est pas toujours évident de te transmettre cette vision des choses, surtout aux nouveaux coachs. D'ailleurs, ça m'amène à, à une question un peu plus existentielle. C'est globalement comment tu vois de par donc ton prisme à toi, hein, ton point de vue à toi, comment tu vois la pratique sportive évoluer dans les prochaines années? Est-ce qu'on va plutôt se tourner vers un développement du sport performance? Est-ce qu'on va plutôt se tourner vers quelque chose qui est un peu plus exploratoire comme tu le proposes? Est-ce qu'on va plutôt se tourner vers le bien-être, santé? Et comment tu la vois évoluer la pratique sportive, toi? C'est une grande question. C'est une grande question. Je ne saurais pas trop te dire. Alors, je peux te répondre en te disant ce que moi j'aimerais voir. Ouais, par Évidemment, exemple. Euh, je vais essayer déjà d'alimenter un peu cette première question. Quand je vois alors, je rebondis vite fait sur les workshops, le mentorship, les consulting. Ça, c'est de coach à coach. Mais j'ai aussi la chance depuis plus de 4 ans maintenant d'avoir des stagiaires qui soient en BP ou en autre formation, quelle qu'elle soit. J'ai aussi la chance d'avoir des gens en réelle position d'apprenant, tu vois. Et c'est à ces gens-là que je prends le plus de plaisir à tout donner, tu vois, sans filtre, euh, à donner comme c'est. Et à dire maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Je prends un grand kiff à les observer utiliser cet outil. Moi, imaginons avec une bombe de peinture, bah, je vais faire des graffitis. Ben, eux, ils vont, je sais pas, repeindre un objet du quotidien et le revendre 10 fois plus cher. J'exagère, je grossis le trait, Hum, je hum. fais, je fais vraiment une analogie qui a pas de sens, mais je pense que ça peut répondre aussi à la question de comment est-ce que tu vois l'avenir du sport, en tout cas la pratique. On va partir dans tous les sens et tous les sens vont aussi partir très loin à grande intensité et grand niveau de développement, parce que c'est comme ça qu'à un moment donné, on aura une rupture d'un spectre unique pour revenir à un truc global. En tout cas, j'aime croire que ça. J'aime croire qu'à un moment donné, on aura à nouveau une éducation physique et sportive à l'école qui sera celle des années 60-70, où on avait des, Hum, des jeunes de 14-15 ans qui faisaient des parcours du combattant en moitié moins qu'aujourd'hui nos militaires d'actifs, tu vois. hum. Euh, J'aime croire qu'on rendra notre société un peu plus antifragile, un peu moins fragile, donc, qui est encore un grand concept, hein, dont les mots sont très forts et poignants et font sûrement réagir, mais c'est un concept. Et ouais, j'aimerais bien voir une génération nouvelle qui sait utiliser toutes les études et, euh, et la tronche et la théorie et les outils qu'on a à dispo de connaissances et d'apprentissage, mais qui ont aussi un vrai cœur et une vraie intuition du terrain, tu vois. J'ai peur quand, pour l'instant, on soit obligé de faire face à une génération de tout sachants, très geeks,
très connaisseur de bouquins, très connaisseur de je suis un tel, j'ai regardé ce mec-là, t'as vu le type, t'as vu ci, t'as vu ça, t'as vu ce que lui a dit, t'as vu la nouvelle étude d'eux, mais sans jamais la confronter à la réalité du terrain. Et je pense qu'on va réellement passer par ça dans un très court terme, sur les années à venir, avant d'avoir un besoin et un retour fondamental à qui est le coach. Et si je dois analyser le marché du fitness, et là je parle entre business et expérience, on va avoir droit à de plus en plus d'intelligence artificielle qui viennent programmer. J'en parlais il n'y a pas longtemps, je tombe sur une amie d'amis en discutant comme ça qui me dit, je me suis inscrite à l'Irox de Paris, ou je sais même plus quand. Ok, trop cool, c'est génial, c'est un bon concept. Est-ce que ça te plaît? Ouais. Est-ce que tu es heureuse quand tu fais ça? Ouais. Et comment tu t'entraînes? Ah ben, j'ai demandé à ChatGPT. Ok. Alors là, bon, tout de suite, un petit peu circonspect pour parler correctement. Et je lui dis, ok, est-ce que ça t'embête si je regarde la planif du truc? Elle me dit, non, mais t'embête pas. La plupart des gens avec qui j'en ai parlé, qui font eux-mêmes aussi de l'Irox, m'ont tous validé, bon, en me disant que c'était peut-être un peu trop dense et un volume important, mais que c'était vraiment bien. Et tout ça pour dire que je pense qu'on va avoir accès à ça de plus en plus. On va avoir Ouais, des bien sûr. coachs qui vont se cacher derrière des outils d'une extrême technologie, d'une très grande pointe dans la capacité de tir et de visée précise, mais qui ne sauront pas se poser la question et nuancer la puissance de l'outil, tu vois. Et ça va être intéressant parce qu'à un moment donné, on va avoir un effondrement. Le client, l'élève, le patient va se retourner de plus en plus vers des générations comme nous, entre 30 et 40 ans, qui ont déjà plus de 10 ans d'expérience sur le terrain, qui ont aussi su faire usage de ces outils qui sortent sans leur donner trop de place. Mais en tout cas, je pense que ça peut tendre vers ça. Ouais. D'accord. Et du coup, ça amène un petit peu cette vision de l'avenir et, euh, et de l'impact du sport sur la santé des personnes à la question du podcast, celle qui permet un petit peu de conclure et de faire des rappels sur tout ce qui a été dit. Si jamais, au grand jamais, on te donnait les pleins pouvoirs, tu vois, c'est la question Cette que je pose à question, chaque fois. cette question. Cette question, cette question qui n'a pas beaucoup de sens, mais bon, qui pour moi en a et ça m'intéresse. Euh, Si jamais donc demain tu as les pleins pouvoirs et que donc tu peux prendre n'importe quelle décision, elle sera forcément adoptée. Pas de problème d'argent, pas de problème de temps, pas de problème de tout ça. Qu'est-ce que tu obligerais les Français à faire pour améliorer leur santé? Vous avez 2 heures. En vrai, vous avez beaucoup moins de 2 heures parce que sinon vous allez faux. J'ai beaucoup moins que 2 heures. J'imagine que dans le cadre logistique, j'ai moins que 2 heures. Qu'est-ce que j'imposerais aux Français? En fait, c'est ça la question. Ouais. Qu'est-ce que j'amènerais Ah ouais, Ouais. ouais, c'est Ouais. compliqué. C'est vrai que à chaque fois, tu as cette question dans tes podcasts. Écoute, je pense que ouais, je sais, ça y est, j'ai ma réponse. Je les emmènerai de plus en plus à jouer avec le sol, Avec le sol. à être par terre. Je Ah ramènerai les ouais. gens un peu plus au sol, ouais, par terre. Le sol est fondamental. Euh, ouais, ouais, je partirai Ouais. là-dessus. Tu développes un peu ça me, pour le coup, c'est peu commun. Bah, écoute, dans l'approche du mouvement que j'ai, dans l'amour du mouvement, la passion de bouger, euh, j'ai eu la chance d'avoir fait des stages avec Roy Gold, qui est un des disciples de Ido Portal, qui est en fait juste son beau-frère aussi dans l'idée. Et la philosophie qu'ils ont de l'art du mouvement, movement culture, est quand même réelle. Et en tout cas, aujourd'hui, pour moi, elle se prouve et elle ne cesse de retrouver sa place dans l'enseignement. C'est le sol. Aujourd'hui, on considère le sol comme la chute, l'échec ou l'écrasement, tu vois. Donc, si on est par terre, on a peur parce qu'on ne sait plus si on se relève. À s'asseoir par terre, ça fait mal, c'est inconfortable. Et quelqu'un par terre dans la rue, il représente un échec un peu social. Et je trouve que la position du sol, et ça c'est vraiment mon point de vue, elle est, elle oblige l'individu à, s'adapter, évidemment, mais surtout devenir moins fragile. Et en ça, j'aime bien. Et puis le sol, c'est rigide, c'est stable, ça sera toujours là. Donc à nous de jouer autour de ça. Euh, Par exemple, je prends les handstands qu'on a pris plaisir à faire Ouais. un petit peu ensemble. Et je te disais, c'est réellement une pratique, ça doit s'inscrire comme une pratique, mais
non seulement pour l'approche programmation, discipline, engagement, évident que ça, mais aussi pour l'approche je m'adapte à un nouvel élément auquel j'ai pas l'habitude souvent d'être confronté. À part nos shoes, et pour les gens qui sont souvent pieds nus, à part nos chaussures, on est rarement en contact avec le sol. Donc prendre le temps de s'allonger au sol, s'asseoir, se lever, rouler, travailler par terre, jouer par terre, c'est important. Regarde, on a tendance à vouloir que nos bébés, dès qu'ils le peuvent, se lèvent. Et une fois qu'ils sont debout, on considère que dès qu'ils reposent le cul, soit ils sont tombés, soit ils ont échoué dans leur progression de pas et de marcher un pas après l'autre. À aucun moment on se dit qu'en fait, il est juste en train d'explorer un environnement, une zone de travail, une surface différente de la nôtre, dans laquelle là tout de suite il se sent très bien. Il est en train de, de développer des capacités locomotrices et motrices fondamentales. Et ça, en tout cas, sont mes outils non seulement de croyance pure, personnelle, mais aussi d'application du coaching. J'aime croire et je suis un fervent croyant de la locomotion, la mobilité, le mouvement, jouer avec le sol, se suspendre à une barre, la brachiation aussi, dont on parle de moins en moins, et le handstand, l'inversion. Et je pense que ce sont trois piliers fondamentaux du mouvement, la suspension, l'inversion et la locomotion en quadrupédie ou au sol. Donc voilà si je devais synthétiser en Ouais, moins de j'aime 2 heures, bien. Loulou. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que très souvent, on parle de leur faire faire, de faire faire de l'activité, faire marcher, faire faire des choses aux gens pour leur santé, mais ce retour au sol, j'aime bien l'idée, j'aime Ouais. bien l'idée. D'ailleurs, c'était, bon, de toute façon, c'est la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast, c'est parce que euh, je voulais avoir enfin, un épisode un peu plus philosophique, un peu plus spirituel sur la pratique de l'activité physique et du coaching, au-delà de la performance physique, de l'entraînement physique, etc. Donc c'était ça l'idée. Et du coup, je trouve que ça conclut très très bien ce podcast, puisque pareil, sur une question assez basique, t'as amené un concept un peu plus recherché, un peu plus spirituel dans tout ça, et je trouve ça très pertinent, ce retour au sol. Donc ouais, donc merci d'avoir pris le temps d'échanger là-dessus, d'avoir fait tout cet épisode. Euh, je l'ai trouvé très pertinent et très inspirant pour le coup. Eh ben, Donc merci beaucoup, merci de m'avoir invité, Valentin. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi, de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, aussi échanger avec tous ceux qui peuvent être intéressés par la pensée de façon globale, le sport. Ouais. ouais. Bah écoute, merci à toi et j'espère que l'épisode va plaire. On se retrouvera de toute façon pour un autre épisode. Avec grand plaisir.